Suite au printemps berbère, le pouvoir algérien est en voie de crise. La fissure que le printemps berbère a ouverte dans l'édifice du parti-État, le FLN, aura incontestablement secoué les bases politiques du régime et simultanément tracé la voie à un mouvement démocratique. Alors que la résistance culturelle cède la place à l'activisme politique, une génération de jeunes, trahis par la pauvreté, la répression et les promesses non tenues, commença à se soulever. Entre procès pour atteinte aux droits de l'homme et soulèvements urbains, la contestation s'intensifie et s'étend. En octobre 1988, l'Algérie est au bord de la rupture. Face à la répression, à la diversion et à l'infiltration, les principaux animateurs du mouvement culturel berbère ouvrent de nouveaux champs de lutte en créant en 1984 et en 1985 deux associations à caractère moral et humanitaire. Les comités des enfants de Chouada, c'est-à-dire les martyrs de la guerre de libération, et la première ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la LADDH. Parmi les membres fondateurs de cette organisation figure Saïd Saadir, docteur en médecine et spécialiste en psychiatrie, également l'une des figures marquantes du printemps berbère de 1980. Médecin à l'hôpital de Tizi Ouzou en 1980, il joue un rôle de premier plan lors des événements du printemps berbère. Il initie l'organisation de la manifestation du 7 avril 1980 et lance la grève générale qui paralyse toute la Kabylie le 16 avril 1980. Il fait également partie des 24 personnes inculpées durant les événements du printemps berbère. L'objectif des CEC, Comité des enfants de Chouada, est de préserver la mémoire de nos pères contre toute manipulation à des fins démagogiques. Fermement résolus à mettre un terme à l'instrumentalisation de la mémoire de leur père, les enfants de Chouada décident, à l'occasion du 23e anniversaire de l'indépendance, le 5 juillet 1985, de commémorer l'événement par le dépôt, dans 5 villes du pays, de gerbes de fleurs au cimetière des martyrs, en marge des cérémonies officielles. Considéré comme une atteinte à la sécurité de l'État, ce crime sera sévèrement puni. 13 enfants de Chouada seront arrêtés et inculpés. Cette répression fera intervenir M. Abdenour Ali Yahya, président de la LADDH. Il sera à son tour arrêté et inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le docteur Saïd Saadir sera lui aussi arrêté le 21 août 1985. Il fera presque 2 ans de prison. La mobilisation, en Algérie et à l'étranger, pour la libération des prisonniers d'opinion, pousse le pouvoir dans ses derniers retranchements. Incapable par sa nature de résoudre politiquement la question des droits de l'homme, il se lance dans l'escalade de la répression. De nombreuses arrestations seront effectuées au sein des membres fondateurs de la LADDH, des membres des CEC et des militants du mouvement culturel berbère. Même le chanteur populaire kabyle Eit Menglet sera arrêté pour s'être solidarisé avec les prisonniers, et plus particulièrement avec un autre chanteur tout aussi populaire, mais plus engagé politiquement, Farhat Mehennia, militant berbériste très connu et fils de martyr. Le 15 décembre 1985, les procès des membres de l'association des enfants de Chouada et des dirigeants de la LADDH ont lieu devant la Cour de sûreté de l'État. Ces procès susciteront une grande attention nationale et internationale. Au moment même où le président de la République prononçait un vibrant hommage à la gloire des martyrs de la guerre de libération, s'ouvrait l'un des plus importants procès politiques de l'Algérie indépendante, dans lequel la majorité des accusés étaient les fils de ces mêmes martyrs glorifiés. Devant les exigences des détenus, le procès s'est finalement déroulé, autre fait sans précédent en Algérie, en présence d'observateurs étrangers, notamment la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, la Commission des juristes démocrates et de journalistes de la presse nationale et internationale. Contrairement à la presse nationale, la presse internationale relève que les dossiers d'accusation étaient vides et que les peines les plus sévères, jusqu'à 3 ans de prison ferme, frappaient surtout les berbéristes. Le président de la LADDH a été condamné à 11 mois de prison ferme. Ce procès qui se voulait un étouffoir de la contestation était devenu une tribune politique contre le régime.
Les détenus dénoncèrent la terreur et les tortures de l'omniprésente et tristement célèbre sécurité militaire, la corruption généralisée et l'usage de procédures judiciaires à des fins politiques de la part du régime. Ils revendiquèrent la liberté d'expression et d'association et le droit de désobéir aux lois injustes. Ils accusèrent le pouvoir de berbérophobie obsessionnelle depuis l'indépendance. Toute cette crise politico-culturelle se déroulait sur un fond de crise économique et sociale jamais vue depuis l'indépendance. L'exploitation pétrolière avait pendant 2 décennies masqué les contradictions du modèle économique algérien. Mais la chute du prix du pétrole au début des années 90 occasionne une crise économique en Algérie qui va exacerber l'affrontement entre le peuple et le régime. Les taux de chômage ne cessent d'accroître, surtout chez les jeunes. L'explosion démographique conjuguée à la crise économique rend toute solution au chômage, à court et à moyen terme, imprévisible. L'Algérie a un taux de natalité de 3,2%, un des plus élevés du monde, ce qui aggrave la crise de logement et de transport. L'accès à l'éducation, dont la qualité et les conditions matérielles d'études sont médiocres, est limité par une politique qui privilégie certains groupes sociaux et certaines régions, tout en excluant ou limitant l'accès à d'autres. La jeunesse de moins de 30 ans représente 70% de la population. Comme le décrit le chanteur kabyle Mahatoub Lounès dans son autobiographie, cette jeunesse abandonnée, désœuvrée et aliénée devient la cible idéale du discours islamiste. Leur niveau d'instruction est généralement limité. Certains devraient être à la rue, sans travail, souvent sans profession et sans véritable formation. Ils sont souvent issus de milieux défavorisés, fils de familles nombreuses. Proie facile, endoctrinés via la mosquée, ils ont rejoint le maquis. Le pouvoir en porte la responsabilité. Je dirais que ce sont pour beaucoup des jeunes paumés, des exclus, victimes d'un système qui n'a jamais réussi à les intégrer. Un système fondé sur la corruption, la faillite, le gâchis. Lorsque des voix se sont élevées dans des mosquées pour dénoncer ce régime, ce sont eux qui ont écouté. Les choses paraissaient simples, ils ont suivi. On a profité de leur faible bagage, de leur désarroi social pour les recruter. Aujourd'hui, on les retrouve dans le maquis. Jetant de l'huile sur le feu, le régime ajoute des ingrédients idéologiques à une situation de plus en plus explosive. Il prévoit pour l'examen du baccalauréat 2 nouvelles matières, l'éducation religieuse et l'éducation politique. Perçus par les lycéens comme une nouvelle forme d'endoctrinement et de sélection pour accéder à l'université, ils manifestent leur mécontentement par des marches pacifiques à Alger et à Oran, et quelques jours plus tard, le 9 novembre 1986, à Constantine. Cette dernière a été brutalement interrompue par les brigades anti-émeutes. Ce fut le prétexte pour une révolte longtemps refoulée et qui va embraser Constantine. Des jeunes, surtout des lycéens et des étudiants, défilent dans la ville pour y casser tous les symboles du pouvoir. On y entend parmi d'autres slogans anti-gouvernementaux « Qbayel Fakou Bekirien ». En français, les Kabyles ont compris plus tôt. La répression fut impitoyable. Pour la première fois depuis l'indépendance, les policiers tirent sur la foule, faisant une dizaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. 185 jeunes ont été appréhendés et jugés sans assistance judiciaire. Les peines sont très lourdes, allant jusqu'à 8 ans de prison ferme. Une autre cassure vient de s'ajouter entre le peuple et le parti unique. La répression de Constantine déplacera, pour un temps, l'affrontement entre le peuple et le pouvoir sur le terrain des droits de l'homme. Ils constitueront un argument de poids dans la campagne de mobilisation de l'opinion publique internationale pour la reconnaissance de la LADDH par la Fédération internationale des droits de l'homme en décembre 1986 en Espagne. La reconnaissance officielle par la FIDH de la LADDH présidée par Alian Yahya constitue le premier revers de la politique internationale du régime. Ainsi, une autre brèche, encore plus importante, vient de s'ouvrir dans le mur du pouvoir. Pour répliquer à cette reconnaissance internationale de la LADDH et au risque de prise en charge, par cette dernière, de la défense des familles et des victimes de la répression sanglante de Constantine, le régime arrête de nouveau 4 de ses dirigeants, dont Alian Yahya et le vice-président, Moqrani Talarvian.
Devant la montée de la contestation intérieure et extérieure due à la réprobation de l'opinion publique internationale, le pouvoir se trouve coincé. Ou il cède aux pressions, ce qui serait interprété comme un aveu d'échec ou d'incohérence, ou il persiste dans la répression. Excédé par le système policier, les pénuries chroniques, les inégalités grandissantes, les conditions de vie et d'études lamentables, les interminables coupures d'eau, la corruption galopante et le favoritisme, les jeunes désillusionnés déferleront dans les rues du pays en octobre 1988. La Kabylie, quant à elle, ne s'est pas jointe aux violentes manifestations de l'Algérois et de l'Oranie. La presse internationale rapportait en effet que si la Kabylie était entrée dans la danse, le régime aurait été durement touché. Aït Ahmed, leader du FFS, affirme que la Kabylie a sauvé le président Chadli. S'il avait bougé, il serait tombé. Le pouvoir répond aux jeunes manifestants en déclenchant la vague de répression la plus sanglante, ouverte et massive que l'Algérie ait jamais connue depuis l'indépendance. La tragédie d'octobre 1988 a révélé à la face du monde la nature dictatoriale du système politique algérien. Les massacres à la mitrailleuse lourde ont causé plus de 500 morts et des centaines de blessés. Des milliers de personnes furent arrêtées, dont un grand nombre torturées. Si ce n'était pas pour l'ouverture politique du régime fragile et visiblement très divisé, l'Algérie aurait sans doute basculé dans un régime militaro-fasciste ou une guerre civile.